C'est la grande édition du journal télévisé. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Célébration festive de la Journée internationale des droits de la femme à Porto Novo ce samedi. C'est une initiative du Creuset des femmes GNSD en collaboration avec l'ONG Endo Espoir. Les détails à suivre dans quelques minutes. On parlera également de cette visite d'une délégation de sénateurs canadiens à la zone industrielle de Glodjibé. En séjour officiel au Bénin, ces sénateurs ont effectué plusieurs travaux. Également à suivre dans cette édition, un magazine sur la pratique très courante appelée automédication. Selon les experts, cela reste une habitude à éviter. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du monde, a célébré le 8 mars dernier la Journée internationale des droits de la femme. Pour marquer cette journée, l'organisation non gouvernementale Endo Espoir et le Creuset GNSD ont initié plusieurs activités. Samedi dernier, c'était des moments festifs avec les femmes de la ville de Porto Novo. Les deux associations ont profité de cette fête pour sensibiliser les femmes sur l'endométriose. Le compte-rendu de Vanoli Olibé. Manifestation festive, rafraîchissement, mais surtout sensibilisation. Ici à Agbokou, c'est la fusion de l'ONG Endo Espoir et du Creuset des femmes GNSD qui commémore la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette édition dont le thème est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, l'accent est mis sur le mieux-être des femmes. Nous nous sommes posé la question de savoir sur quelle femme nous voulons investir. Est-ce que c'est la femme qui physiquement ne se sent pas bien? Est-ce que c'est la femme qui mentalement n'est pas bien? Est-ce que c'est la femme soumise aux violences au quotidien? C'est sur cette femme qu'il faut investir. Il faut investir sur quelle femme? Et si nous voulons investir sur la femme, quelles sont les priorités? Et nous avons trouvé comme priorité la santé de la femme. Sensibiliser à l'endométriose et renforcer les services de lutte contre la maladie. Une façon singulière pour les deux organisations de rompre avec les traditionnelles célébrations de cette journée. Beaucoup de femmes souffrent en silence de l'endométriose. Elles ne savent même pas ce que c'est et on a voulu associer cette fête à cette initiative pour permettre aux femmes de connaître cette maladie et de lutter contre. La GNSD, c'est un creuset de femmes dirigé par Gertrude Nadia Dossa, qui en est la responsable. Et au sein de ce creuset, il y a énormément de femmes, énormément de mamans. Et grâce à elles, beaucoup de personnes pourront sortir de l'ombre. Et les filles, surtout celles qui ont des enfants à la maison, qui souffrent des règles douloureuses, pourront se diriger vers les spécialistes ou même vers l'ONG Endo Espoir pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour leur permettre de ne plus être dans l'ignorance et de ne plus souffrir. C'est vrai, l'endométriose n'a pas encore de traitement, mais il y a quand même des manières de permettre à la patiente d'être soulagée un temps soit peu et d'avoir quand même une qualité de vie acceptable. Cette initiative des responsables de l'ONG Endo Espoir et du Creuset des femmes GNSD laisse définitivement des traces positives chez les participants. Ma présence m'a fait plaisir car j'ai découvert ce que c'est que l'endométrie, le danger que cela constitue pour notre peuple. Et j'ai également apprécié l'engouement avec lequel l'ONG et la CA se sont donnés pour que le peuple soit attentif à l'entrée de cette maladie. Je pense qu'elles ont compris. Elles ont compris qu'elles doivent s'occuper de leur santé. Elles ont compris qu'elles doivent communiquer. Elles ont compris qu'elles doivent s'informer.
quand elles sont informées, elles peuvent sauver d'autres vies. La Journée internationale des droits de la femme édition 2024 résonne à présent comme un appel à une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Bien avant ces moments de réjouissance, l'ONG Endo Espoir et le Creuset GNSD avaient en prélude organisé une marche le vendredi 8 mars à Porto Novo. Démarrée au Palais des Gouverneurs, cette marche a eu pour point de chute le 2e arrondissement de la ville capitale, Latif Oubouni. Du blanc et de l'engagement. Le 8 mars qui se célèbre ici se veut une fête d'engagement pour une cause, jusqu'ici inaudible. Chers honorables députés femmes, je vous dis merci. Merci d'avoir effectué le déplacement ce matin. L'endométriose, j'ai commencé avec depuis des années et aujourd'hui je vois le monde que ça draine. Nous allons mener le combat jusqu'à ce que les femmes trouvent satisfecit, car nous avons droit à une meilleure santé. Tous contre l'endométriose. Quand la présidente de l'organisation non gouvernementale Endo Espoir lance la marche à l'esplanade de l'Assemblée nationale, dans les rangs des députés femmes, les élus locaux hommes et femmes et bien d'autres figures marquantes de la politique sont en tête de peloton. Les marcheurs se font entendre à travers artères et grandes places publiques de la ville. Ici au carrefour attaqué par exemple, ambiance comble. Pas de danse, coups de hanche et d'épaule, la foule de marcheurs, après plusieurs artères parcourues, échoue ici, au 2e arrondissement de Porto Novo. La satisfaction domine les impressions. Cette marche, c'est le symbole que nous soutenons toutes ces femmes qui souffrent dans le silence. Et qu'ensemble, nous devons porter très haut notre voix pour que l'État puisse prendre ces femmes-là en charge. Parce que le traitement de cette maladie ne serait à la portée de toutes les femmes. Cette marche témoigne que nous sommes vraiment prêtes pour notre autonomisation. Et je crois que tout le monde, tout le public voit que nous femmes, notamment les femmes de l'OME, nous sommes prêtes pour la lutte. Merci beaucoup. L'endométriose existe et nos femmes en souffrent. C'était nécessaire cette marche ce 8 mars pour montrer aux femmes que cette souffrance qu'elles vivent chaque jour, elles ne vivent pas ça seules. Nous vous soutenons beaucoup. La Journée internationale des droits de la femme, édition 2024, a eu un écho particulier à Porto Novo. Écho et message d'espoir pour les femmes qui font face à la douleur en silence. Pour elles, la marche se veut un appel à briser la solitude, assurent les responsables du Creuset GNSD et de l'ONG Endo Espoir. À l'issue de la marche, la présidente de l'ONG Endo Espoir s'est exprimée et a fait le point à nos reporters. Voici. Je dirais tout simplement que je suis très contente de cette marche qui a été effective ce jour. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce monde, surtout des femmes. Et c'est vrai, il y avait également des hommes, mais il y avait énormément de femmes et je passe par ce canal pour leur dire un sincère merci. Merci au Creuset des femmes de la GNSD, Nadia Dossa, qui a mobilisé toutes ces femmes-là et qui ont accepté militer à nos côtés pour cette cause. J'étais tellement émue que je perdais même mes mots au cours du lancement de cette marche. J'ai vu les femmes déterminées et à revendiquer leurs droits pour une meilleure santé. Et je pense que cette marche, c'est déjà un début pour notre cri de cœur. Ça va permettre à l'État de voir que nous sommes vraiment déterminés à mener le combat et nous avons besoin de leur soutien. Il faudrait que l'endométriose soit reconnue au Bénin parmi les problèmes de société parce que cette maladie touche
2 femmes sur 10, je dirais, et beaucoup de femmes souffrent en silence. Donc, je dirais tout simplement, c'est une satisfaction pour moi juste à la fin de cette marche. L'ONG Endo Espoir ne va pas arrêter de travailler. Nous avons commencé depuis quelques années déjà et nous continuons un peu comme la tortue et nous sommes convaincus de tout ce que nous allons réaliser. Nous allons y arriver et les prochains jours, les séances de sensibilisation vont continuer. Nous n'allons jamais arrêter de sensibiliser parce que vu que le mal est méconnu, il faut faire beaucoup plus de sensibilisation pour permettre à la population de connaître la maladie. Aujourd'hui, quand je parlais, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient intéressées, qui avaient un besoin, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais il y avait cette curiosité-là. Elles avaient envie de comprendre de quoi il était question. Demain déjà, nous allons nous retrouver encore avec ces femmes-là où nous leur ferons des projections. Une grande séance de sensibilisation, elles vont poser leurs questions. Nous allons essayer de leur apporter des réponses. Et comme nous avons l'habitude de le dire, nous accompagnons ces femmes-là qui viennent vers nous. Nous les orientons parce que cette maladie, il faut prendre tout, que ce soit sur le plan financier, dans la société, sur le plan professionnel. Il faut vraiment être dur à cuire pour pouvoir tenir. Donc, dans les prochains jours, nous allons continuer les sensibilisations. Nous avons une plaidoirie à faire auprès de l'État. Le projet est en cours et je profite de ce canal pour demander à tous ceux qui ont envie de se joindre à nous de ne pas hésiter car c'est une cause commune. D'une célébration à une autre, Estelle Doponou nous dit que le réseau des femmes parlementaires, des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin n'est pas resté en marge de la commémoration de la journée du 8 mars. Le réseau a donc organisé au profit des femmes une séance de sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus, du sein et des ovaires. En ce 8 mars, les femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin célèbrent autrement la Journée internationale des droits des femmes. 2 membres fondatrices et anciennes présidentes de ce creuset, reposant depuis quelques semaines dans leur dernière demeure, sont également célébrées. Le président de l'Assemblée nationale empêché, dont l'engagement pour l'épanouissement de toutes les femmes en général et celles parlementaires en particulier n'est plus approuvé, adresse un message à ses collaboratrices par la voix de son directeur adjoint du cabinet. Je voudrais avoir une pieuse pensée pour Mme Astou Sangaré et Mme Françoise Timé. Père éternel à leurs âmes. Le thème de la journée de la femme d'aujourd'hui, de ce 8 mars 2024, est tout trouvé parce que qui investit en la femme, investit dans une nation. Une journée dont le principal objectif est de rappeler à toutes les femmes que nonobstant les efforts quotidiennement accomplis, le chemin reste encore long. En témoigne le thème de cette année qui s'intitule « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Occasion pour la présidente du réseau et ses collègues de rendre hommage aux vaillantes défuntes femmes pionnières. Au regard de ce thème, et des événements malheureux qui ont frappé le réseau en moins de 2 mois, où 2 de nos anciennes présidentes nous ont quittés tragiquement, Astou Sangaré et Françoise Timé. Reposez en paix. Nous avons choisi de nous entretenir sur les cancers génitaux de la femme, car du cancer du col de l'utérus, du sein et des ovaires, afin de mieux en apprécier les contours et nous prémunir contre ces maladies qui n'ont de cesse de faire des ravages au sein de la gente féminine. Par la même opportunité, le secrétaire général administratif adjoint de l'Assemblée nationale a adressé ces mots d'encouragement et de félicitations à toutes ces femmes fonctionnaires qui sont à l'honneur. Et je voudrais adresser avec grande déférence les mots de félicitations de la haute hiérarchie de notre administration à l'endroit de votre présidente, Madame Lidvine Ahouanivo, épouse Ahouavoyebla, à tous les membres du bureau exécutif et à chacune de vous. La journée du 8 mars aura été sobre mais bénéfique pour le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires avec des communications explicites sur les différents cancers génitaux.
Parlons diplomatie parlementaire à présent. En séjour au Bénin la semaine écoulée, Raymonde Gaillé, présidente du Sénat canadien, à la tête d'une délégation de sénateurs, a effectué plusieurs activités. L'une des étapes du séjour a été la visite vendredi dernier dans la zone industrielle de Glodjigbe. Saturné Djossou a suivi la délégation. Glodjigbe Industrial Zone, GDIZ. Un nom qui rayonne désormais jusqu'au-delà de nos frontières. La présidente du Sénat du Canada en séjour au Bénin y a fait un tour dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars 2024. Ici, le gouvernement a semé les graines d'un Bénin industrialisé qui transformera désormais sur place la plupart des matières premières qui sortaient brutes du pays et revenaient transformées et plus chères aux consommateurs sans grand-chose comme valeur ajoutée. A été chargé par le Bénin d'aménager, de développer et d'exploiter cette zone qui s'appelle la zone spéciale de Glodjigbe. Plus de 1000 hectares destinés au projet représenté par cette maquette. De la maquette au terrain, Raymonde Gaillé et sa suite ont visité l'unité de production textile. Ici, le coton béninois prend des formes et des couleurs sur place pour vêtir du Made in Benin. Des milliers de Béninois qui travaillent ici, sur cette chaîne de production, façonnent, découpent, rassemblent, confectionnent, impriment l'une après l'autre chaque pièce de toutes sortes de vêtements. Un processus mécanisé dont l'étendue et les résultats laissent l'hôte du Bénin sans voix. À l'heure de prendre congé de cette structure, la présidente du Sénat canadien a préféré laisser ce vêtement porter ses impressions. De retour à Cotonou, Raymonde Gaillé et toute la délégation canadienne se sont immobilisés ici, au pied de la statue de l'Amazone. Une autre place qui rend attrayante la destination Bénin, dont elle gardera des souvenirs. Avant d'aller à la GDIZ, la vice-présidente de la République a reçu à son cabinet la présidente du Sénat canadien. Elle est allée échanger avec Mariam Chabi Talata autour de plusieurs sujets d'intérêt public et je vous propose de l'écouter. Nous avons eu des échanges par rapport à justement les objectifs. Depuis 1962, il existe des relations bilatérales entre le Bénin et le Canada. Il est important de pouvoir renforcer ces relations et pour le Canada, il est important aussi de pouvoir entretenir des liens très fructueux avec la francophonie. Et pour moi, c'est un objectif que je me suis donné en tant que présidente du Sénat. Nous avons exploré différents enjeux auxquels nos deux pays et le monde entier font face, entre autres la progression de l'intelligence artificielle qui a un impact sur nos pays. Alors ça, c'est un sujet que nous souhaitons mettre de l'avant et voir s'il y a des collaborations, tant au niveau de l'innovation que de la gestion des risques. Nous avons aussi eu la chance de parler de la place de la femme dans la société. L'égalité des genres est une priorité pour le Canada. C'est aussi une priorité pour le Bénin. Et nous avons certainement échangé à ce sujet-là. Et nous avons aussi comme objectif, évidemment, de voir comment on est en mesure de m'assurer que les impacts des changements climatiques ne viennent pas affecter négativement nos populations et comment on est en mesure aussi de collaborer à ce niveau-là. Dans la revue de presse de ce jour, les journaux sont revenus sur la portée du code électoral tel que modifié la semaine dernière par les députés. C'est une présentation de Gilles-Christ Chili. Mesdames et messieurs, bonjour. Fini la transhumance politique au Bénin avec le nouveau code électoral adopté par la représentation nationale. Adjaché News écrit en effet que l'on tend vers la fin des infidélités politiques
et le renforcement du système partisan au Bénin. Le Matin fait sienne cette logique et déclare que de tout temps, les populations ont souvent décrié et dénoncé la tendance des acteurs politiques qualifiables de transhumance. Ces populations, continue mon confrère, sont impuissantes devant cette pratique désignée sous divers vocables, à savoir retournement de veste, transhumance politique, etc. En clair, une prostitution politique dont le nouveau code électoral consacre le requiem. Ce code électoral est-il donc si utile pour la vie politique béninoise? À cette question, le leader du jour donne la parole à un député de la 8e législature béninoise qui y répond en disant que cette loi a l'avantage de protéger les partis politiques. L'honorable Victor Ronsa, cité par le journal, affirme que les innovations et mesures sont prises pour que les partis politiques ne soient plus des micro-partis, des partis de village, des partis d'arrondissement et que, ce faisant, les partis politiques béninois auront un ancrage national. L'ancien représentant du peuple de poursuivre dans les colonnes du journal en disant que le nouveau code électoral a l'avantage d'assurer la cohésion sociale et l'unité nationale dans notre pays. Bénin intelligent d'en déduire alors que le Bénin rejoint les grands, car, explique le journal, le code électoral encourage la recomposition des forces politiques en vue d'une démocratie béninoise efficace. Dans cette optique, pensent les 4 vérités, la présidentielle de 2026 est ouverte à l'opposition et à la mouvance, ce qui signifie que le code est inclusif. Martèle mon confrère, l'événement précis de préciser que les dérives politiques sont abolies au Bénin. Et parlant de dérives, il s'agit de la transhumance politique et du débauchage. Selon le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement rapporté par le journal, les 20% du suffrage requis pour l'attribution des sièges à l'Assemblée nationale disposent pour l'avenir et donc les partis politiques ont le temps de travailler pour relever le défi en 2026. La tribune de la capitale de conclure alors que le système partisan renaît de ses cendres car, poursuit le journal, les intrus aspirant au fauteuil présidentiel sont sifflés hors jeu en référence à une métaphore footballistique. Fin de cette revue de presse. À demain. Avez-vous déjà entendu parler ou pratiquer l'automédication, cet acte qui consiste à prendre des médicaments de quelque nature que ce soit sans avis d'un professionnel de la santé est devenu très courant. L'automédication n'est pas sans conséquences. Je vous invite à en savoir davantage dans ce magazine. C'est des médicaments et c'est des produits dangereux. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon les statistiques, plus de 66% des personnes qui vont à la pharmacie n'ont pas d'ordonnance médicale. L'automédication consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés sans avis médical préalable. Plusieurs facteurs non négligeables sont à la base de cette situation. Les patients ont parfois un manque de moyens financiers qui ne leur permet pas d'aller consulter rapidement. Le manque d'assurance de santé, les tradithérapeutes auxquels nous sommes déjà habitués ont l'habitude de nous orienter vers des plantes, vers des mélanges de plantes. Et donc, c'est des conseils de bouche à oreille qui permettent aux gens de se soigner depuis très longtemps. Et donc, transposés à la médecine moderne, les patients sont souvent amenés à se donner des conseils entre eux, sans forcément consulter un médecin ou un professionnel de santé. Les médicaments vendus en automédication sont généralement destinés à soigner des symptômes courants pendant une courte période, comme par exemple les douleurs légères à modérées, la fièvre, le rhume, les maux de gorge. Pour en être sûr, les pharmaciens procèdent à de plusieurs vérifications. Alors, lorsqu'un patient ou un client vient à la pharmacie, lorsqu'il veut acheter un médicament, parfois il s'agit de médicaments qui ne nécessitent pas d'ordonnance. Donc dans ces cas, nous demandons juste
Est-ce que vous avez mal à la tête, c'est pour ça que vous voulez prendre le paracétamol? Si c'est oui, bon, on sert. Quel est l'âge de l'enfant? On s'assure de quelques questions pour s'assurer qu'effectivement, le produit qu'il veut prendre est adressé à la bonne personne. On a aussi des clients qui viennent pour demander des médicaments, comme des antibiotiques par exemple, qui nécessitent une ordonnance. Donc dans ce cas, on leur pose d'abord la question, est-ce que vous avez une ordonnance? Lorsqu'ils disent non, on leur demande pourquoi est-ce que vous voulez prendre ce médicament. Parfois, il s'agit d'une infection, ça peut être une infection urinaire ou autre, ou une infection de la peau. On leur recommande d'abord de faire l'analyse, parce que c'est l'analyse sanguine qui permet d'orienter le médecin. Quand nous voyons que la personne, même si on l'envoie chez le médecin, il n'ira pas, nous pouvons lui faire un conseil. Mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, l'État nous oblige à enregistrer dans un ordonnancier donc, ces médicaments-là qui sont normalement sur prescription et a donc obligé le patient à aller chercher une prescription médicale. Selon les experts, l'automédication ne pourrait être complètement bannie car cela pourrait sauver. Principalement, je dirais qu'il n'y a qu'un seul avantage, c'est la prise en charge rapide d'un symptôme que le patient lui-même il connaît et qu'il a l'habitude d'avoir et qu'il peut prendre en charge rapidement pour soulager le mal. Mais à contrario, les inconvénients sont légion. Est-ce que c'est le bon médicament? Parce que si ce n'est pas le bon médicament, on va prendre le médicament qui a soigné une autre personne pour se soigner soi-même alors que le médicament n'est pas adapté. Le médicament est peut-être périmé parce que c'est un médicament que le voisin a sorti de son armoire, personne n'a eu le temps de contrôler. Est-ce que c'est la bonne personne? La bonne personne, c'est-à-dire que la personne peut avoir des contre-indications. Par exemple, une femme enceinte qui ne doit pas prendre tel autre médicament. Donc, ça aussi, c'est un risque. Donc, ça peut ne pas être la bonne personne. Est-ce que c'est la bonne voie d'administration? Si, par automédication, on vous dit de prendre un médicament alors que c'est un suppositoire et que vous le prenez par la bouche, alors là, il y a problème. La dose, est-ce que c'est la bonne dose? Est-ce que c'est le bon moment? Si la personne prend le médicament la nuit alors que ça devait être pris le matin, il va peut-être avoir des insomnies, il va dire que le médicament ne marche pas. Ceci étant, pour ne pas mettre sa santé en danger, il faut suivre quelques démarches telles que... Dites d'abord, je veux prendre tel médicament parce que je sens ci aussi. En ce moment, la personne qui vous reçoit est à même de vous conseiller, de vous dire attention, vous devez rajouter tel médicament pour que ça marche. C'est pas simplement dans un objectif commercial, parce que nous on est là d'abord pour soigner la population, pour soigner les symptômes. Et donc quand on dit rajouter telle chose ou telle chose, c'est aussi pour vous soigner. L'automédication est pertinente si le patient suit les recommandations adéquates. Néanmoins, il est très important de ne pas se substituer en médecin et de toujours chercher à avoir l'avis d'un spécialiste lorsqu'on se sent mal. Cela y va du bien-être de chacun. C'est sur cette exhortation à faire attention à tout ce que vous prenez comme médicament que se referme cette édition du journal. À demain.